Cet épisode est sponsorisé par BPI France. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je suis convaincu que les PME et les ETI françaises, c'est des trésors d'énergie et de volonté. Et justement, Garder le cap, c'est un nouveau podcast quotidien court de BPI France où des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises françaises nous parlent de leurs expériences et de leurs initiatives pendant la crise sanitaire et comment ils préparent l'après. Et ils nous expliquent comment ils ont géré des moments un peu compliqués pour la boîte et comment ils ont participé à l'effort collectif, souvent avec beaucoup d'ingéniosité et d'initiative. Alors, si vous voulez un peu d'inspiration et d'optimisme made in France, et je crois qu'on en a peut-être pas mal besoin en ce moment, je vous propose d'aller vous abonner au podcast Garder le cap. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume de manière simple et compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mai 2020 et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Marion et Jeff, Marion Doumain et Jeff Clavier. Marion depuis son chez elle parisien et Jeff depuis son chez lui californien. Comment allez-vous, messieurs, dames ? Personne en même temps. Surtout, ne parlez pas. On est poli, et moi je laisse la parole aux dames. Très bien, Marion, tu es en forme ? Très bien. Oula, mais là on t'entend plus du coup. C'est beaucoup trop bas le son. On faisait des réglages avant d'enregistrer, là tout à coup, on t'entend plus. Et est-ce que là, vous m'entendez ? Mais oui, c'est beaucoup mieux. Ok, bon, j'espère que ça va aller, que je ne vais pas parler trop fort ou pas assez fort. Ouais, j'ai l'impression que ça risque de fluctuer. Jeff, comment ça va ? Ça va, je suis en fait pas chez moi, je suis dans mon bureau, mais je devrais pas être dans mon bureau parce qu'on est encore en confinement, mais je passe les matinées dans mon bureau et l'après-midi à la maison. Et ça va, on attend avec impatience qu'on fasse la même chose que la France, donc on réouvre petit à petit, mais on a encore beaucoup de cas, on n'a pas beaucoup de tests, et donc c'est très prudent de limiter les dégâts et donc de rester chez soi. D'accord. Et toi, tu es à ton bureau tout seul, bien sûr. Je suis à mon bureau tout seul. Littéralement, j'ai un building pour moi tout seul. Donc, c'est très safe. C'est bien. Confinement, enfin, distanciation sociale. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Jeff est là pour une demi-heure, donc on va essayer de mettre à profit ses grandes connaissances de venture capitaliste de la Silicon Valley. Et il nous quittera ensuite quand on aura égrené quelques sujets, dont le rachat de Giphy par Facebook. On va aussi parler de cette tendance dont on parle déjà depuis quelque temps, du travail à se télétravailliser après le confinement, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont rendues compte que c'était peut-être pas plus mal de faire les choses comme ça. On va évidemment également parler de la loi Avia, dont on a beaucoup parlé par le passé, mais maintenant elle a été votée, donc on va refaire un petit topo dessus. Et d'autres choses encore, plein de petites news intéressantes. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, les patriotes, et notamment Xavier Camier, Lucas Tarasconi, Eden MG, Alex, Samuel Tilmont, DS, Yourov, Eric EMK, Cyril Bay et F. Forget. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, je signale, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais il va y avoir un épisode bis qui va être publié cette semaine encore et qui sera disponible à la fin de cet épisode pour les gens qui utilisent le flux privé des Patriotes. Et en plus de ça, il y aura un édito qui va arriver dans la semaine pour les patriotes. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est basé sur un comic de XKCD et on parle de choses, inspirées par ça, avec des sondages comme « Aimez-vous la tarte aux pommes ?» Et croyez-moi, ça va être tout à fait en relation avec la tech. Ça va être hyper intéressant. Ça, ce sera l'édito réservé aux patriotes qui arrivera dans la semaine. Mais en attendant, on va commencer par parler de Facebook qui rachète encore on va pas dire des géants, mais des gros morceaux d'Internet avec Giphy ou Jiffy. Évidemment, le débat le plus important sur ce rachat, c'est de savoir si on le prononce Giphy ou Jiffy. Mais on ne va pas se plonger dans ce débat-là. On va plutôt essayer de comprendre pourquoi et ce que ça veut dire, ce rachat. Alors, ça serait 400 millions de dollars dépensés pour le rachat de Giphy, autant dire des clopinettes pour Facebook. Mais il y a, au-delà des
préoccupations sur le monopole de Facebook, il y a des questions sur ce que ça peut leur apporter. Alors pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Giphy est un outil qui est utilisé par de nombreux sites et de nombreux services pour insérer des petites images animées, des GIFs ou des GIFs, dans tout plein de choses. Ça peut être utilisé dans Twitter, dans Facebook, dans des claviers spécialisés sur iOS. Il y a plein d'utilisations pour ça, et a priori, ça a l'air complètement anecdotique. Moi, ce qui me frappe là-dedans, et je vais vous poser la question également, c'est que au-delà du fait qu'ils rachètent effectivement un outil extrêmement utilisé sur Internet et qu'ils utilisent, eux, beaucoup, ça va leur donner énormément de données, justement, sur les utilisations que font les gens de ces GIFs, et donc plein de données sur quel logiciel ils les utilisent, comment ils les utilisent, pourquoi, dans quel navigateur, toutes les données qu'on peut imaginer sur un service en ligne très utilisé. Et à vrai dire, c'est ça qui me marque plus que tout le reste. D'un point de vue acquisition, plein de sous-sociétés qui font des mouvements, qui jouent aux échecs, est-ce que ça t'inspire quelque chose, Jeff, toi qui as l'habitude de ce genre de rachat? Déjà, c'est un beau rachat, la société a moins de 10 ans. Et puis, est-ce que c'est logique pour Facebook? Est-ce que c'est attendu? Qu'est-ce que tu en penses? C'est complètement logique, puisque comme tu le disais, ça va donner à Facebook, non pas qu'ils manquent de données sur les utilisateurs, mais ça leur donne encore plus de données sur du contenu. Donc ils peuvent associer des profils à ton profil utilisateur, les GIFs que tu vas utiliser. C'est effectivement intéressant qu'ils rachètent une boîte alors qu'ils ont le gouvernement américain et le Department of Justice qui commencent à faire des inquisitions dans leurs pratiques. Donc tu pourrais penser qu'ils restent un peu tranquilles pour éviter de mettre un machin rouge sous le nez du nez du taureau. Cela dit, comme tu le disais aussi, 400 millions de dollars, c'est un montant certain, mais c'est pas énorme, quoi. On se rappelle que Facebook a payé 1 milliard pour Instagram, qui était la meilleure acquisition du monde, étant donné la valeur d'Instagram aujourd'hui. Ils ont payé 22 milliards pour WhatsApp, non WhatsApp. Donc 400 millions de dollars, c'est vraiment pas grand-chose, surtout pour une boîte qui a levé à peu près 150 millions de dollars au cours des années. Donc si tu veux, c'est une belle sortie, mais si je parle à mes copains qui ont investi dans le dernier tour de Giphy ou Giphy, je ne sais même pas si c'est l'un ou l'autre, on va dire Giphy, je pense qu'ils seront plutôt mécontents parce qu'ils vont juste récupérer leur argent, quoi. Donc belle sortie pour les fondateurs et les investisseurs qui étaient là dès le début, mais pas extraordinaire, tout bien considéré. Bon, on peut imaginer que Giphy avait peut-être pas des perspectives incroyables pour l'avenir pour monter encore plus leur valeur boursière. Ils étaient à 600 millions de dollars au dernier round de levée de fonds, donc ils ont été rachetés à 400 millions. Ok, Jeff, est-ce que tu peux te muter quand tu parles pas parce qu'il y a un petit bruit de fond. Donc oui, c'était à 600 millions de dollars. Ils vont utiliser ces GIFs principalement avec Instagram, d'après ce qu'ils disent. Ils vont garder le service tel quel, au moins pour le moment. Ils ne vont pas le changer, ils ne vont pas le supprimer, etc. Il y a aussi, comme on le disait, cette histoire de données, parce que mine de rien, les GIFs, c'est un truc qui est très utilisé et qu'on va rechercher avec des mots-clés qui vont donner des indications sur les goûts et les préférences des personnes qui utilisent ces trucs-là. Marion, pareil, un petit peu la même question. C'est pas forcément un truc hyper attendu, mais c'est pas illogique comme décision pour Facebook. J'ai du mal à y voir une conséquence incroyablement plus négative que ce qu'on a déjà comme considération négative pour Facebook. Ça change pas la donne, quoi, j'ai l'impression. Non, ça change pas la donne. Maintenant, ça sera intéressant de voir quelles vont être les répercussions sur les services qui intègrent le service Giphy ou Giphy. Par exemple Slack ou tous les autres services qui utilisent ce petit service. Petite question justement là-dessus. C'est quoi le business model de Giphy ?
C'est une excellente question et c'est peut-être pour ça que leur valeur boursière n'a pas grimpé aussi haut qu'on aurait pu l'espérer. C'est un peu le problème, quoi. C'est de l'Internet, donc ça veut dire c'est traction, tu espères à un moment pouvoir mettre des pubs, mais je sais même pas s'ils ont développé quelque chose de ce côté-là, donc TBD. Et le problème, c'est que dans un environnement comme aujourd'hui, lever leur prochain tour, ça devait être compliqué, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont vendu à Facebook pour un prix pareil, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Parce qu'en effet, ça peut être vraiment intéressant couplé à Facebook avec toutes les campagnes de marketing que tu peux avoir des GIFs ou des GIFs limités dans le temps qui vont faire référence à des notions de séries télé, de films, etc. pour coupler à des stratégies marketing lors de la sortie d'un film ou d'une série. Ça peut être très intéressant, par exemple. Sans doute, oui. On peut imaginer également, il y a des utilisations, enfin des catégories genre artiste Jiffy, ce genre de choses. Je suis sur le site en ce moment, il n'y a pas de pub, même sur le site, qui n'est pas leur utilisation principale, puisqu'il est utilisé essentiellement à travers des apps existantes. Donc oui, la monétisation, sans doute, n'était pas leur point fort. Donc on peut imaginer qu'ils étaient à un moment où ils se disaient, bon, c'est le moment de vendre. Peut-être pas, hein, peut-être qu'ils essayaient de lever de l'argent qu'ils n'avaient pas réussi et que tu vois, quand tu as une boîte comme ça qui est quand même une boîte assez phare et importante dans le monde de l'internet, qui se vend pour moins que la valeur du dernier tour qui était il y a quelques années, ça veut dire qu'en gros ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs que s'étaient fixés les investisseurs dans le dernier tour, et donc s'ils vendent, c'est parce qu'ils n'ont pas trop le choix, tu vois, donc ils ont, à mon avis, et je sais absolument pas parce que j'étais pas impliqué dans la boîte, on n'investit pas dans ce genre de truc, ils ont dû essayer de lever de l'argent et ils n'ont pas réussi, et avec Covid qui a quand même calmé les ardeurs de beaucoup d'investisseurs, ils se sont retrouvés un peu acculés et ils ont peut-être fait un process en parallèle d'essayer de vendre la boîte, et ils ont récupéré 400 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal parce que tu as plein de boîtes qui dans un même contexte se seraient littéralement crashées, quoi. Je comprends. Donc je ne serais pas étonné. Une fois encore, je ne connais rien à la dynamique du deal, c'est qu'il y avait un certain nombre d'acheteurs potentiels et que Facebook, en gros, a été l'acheteur qui a offert le meilleur prix, qui a rien pour eux, parce que 400 millions de dollars, c'est que dalle. Ouais, c'est un petit peu de monnaie qui traîne dans la poche. Marion, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je continue sur ma réflexion de business model avec est-ce que c'est l'intégration avec des applications tierces, notamment Slack qui va payer pour pouvoir intégrer Giphy, etc. Voilà, je réfléchissais à ça, mais c'est intéressant de voir comment Facebook étend sa toile en dehors du réseau social purement Facebook, mais avec des services annexes du type la connexion Facebook, parce que beaucoup de personnes gardent uniquement un compte Facebook pour pouvoir continuer à se connecter avec tous les services qu'ils ont utilisés, ou même des outils de communication du type Giphy. Tout à fait. On précise quand même, avant d'avancer, que ce deal doit être approuvé par les autorités financières. Donc, il est peu probable, mais pas impossible, qu'ils aient des soucis là pour le rachat. Mais bon, donc c'est pas complètement fait aujourd'hui. C'est tout à fait possible, mais de toute façon, une dernière chose, c'est que il est tout à fait possible ou probable que Facebook s'en tire bien mieux que Giphy à essayer de monétiser, parce que ils ont des canaux qui sont beaucoup plus efficaces, et donc il se pourrait que ce soit aussi une acquisition très smart de la part de Facebook, parce qu'à mon avis ils peuvent se faire plein de pognon avec ce truc. Ouais, effectivement. L'autre sujet qu'on voulait évoquer, c'est ce sujet dont on parle depuis quelque temps déjà, du changement dans le monde du travail que va apporter la pandémie, et de l'habitude qui a été forcée, qu'on a été forcé d'adopter, de télétravail. Et on a vu fleurir, nous on en parle depuis un moment parce que, bon, comme d'autres, on a vu voir le vent venir. On a vu le vent venir. Ou tourner, je perds mes expressions, on a vu fleurir du coup maintenant, pour rester dans la nature, une série d'articles sur les intentions concrètes désormais, ou les intentions annoncées de nombreuses sociétés, notamment dans la Silicon Valley, mais pas que, de changer la manière dont ils envisagent le télétravail, et en gros de l'adopter, de l'embrasser à plein bras.
Et donc, de la manière dont ça peut changer, au-delà du fait que les gens vont pouvoir travailler de chez eux plus souvent, parce qu'il y a des avantages et des désavantages, il ne faut pas oublier les désavantages, mais il y a quand même, je pense, surtout si ce n'est pas 100% du temps, de nombreux avantages aussi. Il y a plusieurs choses à considérer sur ce point. D'une part, le fait que ça affecte beaucoup plus les classes sociales plus aisées, puisque ce sont des gens qui ont des travails qui peuvent bénéficier de travail à distance. Et il y a d'autre part le fait que, à plus long terme et de manière un petit peu plus hypothétique, ça peut changer la dynamique des villes et des grands centres de travail. On pense à New York notamment, mais toutes les grandes villes peuvent être concernées. Si on se dit qu'on a besoin de moins de monde sur place pour aller dans les bureaux, peut-être que ça peut changer de manière assez radicale les contextes dans les villes, le logement, les prix, tout ce qui tourne autour de ça, autour de la population dense. Alors on sort un tout petit peu de la tech, mais ça y est un tout petit peu lié parce que c'est facilité par les possibilités qu'offre la technologie aujourd'hui. Voilà, c'est une réflexion un petit peu ouverte. On a vu d'ailleurs que Google Meet a explosé à son passage gratuit, c'est pas surprenant, mais tous les géants de la tech sont également en train de se positionner pour tirer profit de ces changements. Comme je disais, c'est une réflexion un petit peu ouverte. Il y a eu des articles intéressants, notamment dans le New York Times, dans Bloomberg, tout le monde commence à en parler. Marion, toi, tu avais été notamment assez intéressée par cet article du New York Times. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu retiens de ces articles d'opinion aujourd'hui qu'on lit partout ? Je trouve que c'est intéressant de se poser une réflexion un petit peu plus profonde sur l'avenir du travail, l'avenir des modalités d'exécuter son travail. Et c'est vrai que c'est une évolution que j'ai pu voir moi-même au sein de mon entreprise, puisque du coup, pour information, je travaille chez Alan et on était déjà une start-up qui était favorable au télétravail, mais pas à 100%, c'est-à-dire pas tous les jours de la semaine, à part pour quelques exceptions. Et on est passé très très facilement au 100% télétravail, puisqu'on avait tous les outils prêts, on avait une culture de l'écrit pour travailler, et donc tout ça, ça a facilité. La transition a été plutôt sans douleur, et de plus en plus, je peux voir les discussions au sein de l'entreprise et avec les collègues sur la réflexion qu'on a sur l'intérêt et la valeur d'habiter directement sur Paris ou en banlieue, ou même directement en Bretagne ou ailleurs dans d'autres zones de France, puisque la société est tout à fait favorable, quoi. On peut imaginer effectivement que les répercussions soient importantes. En France, on a la chance d'avoir la chance et la malchance. La malchance d'avoir un pays très très centralisé sur Paris, mais en même temps, on a une infrastructure ferroviaire qui fait qu'il y a de nombreuses villes de province, plus ou moins éloignées, qui sont très faciles à rejoindre depuis Paris. Et pour aller vers Paris, on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui, par exemple, dans un cas un tout petit peu extrême, vivrait à Bordeaux et viendrait travailler à Paris 1 ou 2 jours toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est parfaitement envisageable. Et je pense que les conditions de vie seraient meilleures que d'être, empilés les uns sur les autres à Paris avec des loyers exorbitants, des coûts de vie qui sont invraisemblables. J'imagine que les mêmes réflexions sont en train d'avoir lieu. D'ailleurs, on le sait, on en entend parler dans la Silicon Valley, qui est une autre zone de la planète, et il y en a beaucoup d'autres, mais où les tarifs, les prix de tout sont devenus complètement exorbitants, en particulier à San Francisco, parce qu'il y a une concentration énorme de tous les talents dans une zone géographique très limitée. Tout à fait. Et je crois qu'on avait déjà parlé dans des épisodes précédents, puisque ça fait 2-3 ans que de toute façon, les prix ici sont débiles, que ce soit les salaires et le coût, le coût de la vie, les appartements, les maisons, etc. Et c'est impossible pour les gens qui ont des salaires. Tu vois, en gros, dans la vallée, si tu touches moins de 120, 150 000 $, tu peux rien faire, quoi. Donc, en salaire. Donc, ça va précipiter, en fait, un changement fondamental. Comme tu le disais, comme maintenant on a démontré que le télétravail fonctionne, puisque tout le monde a été forcé de le mettre en place depuis 2-3 mois, en gros, les entrepreneurs se disent finalement, je n'ai pas besoin d'avoir un bureau qui me coûte 50 ou 100 000 $ par mois.
là, aujourd'hui, juste avant qu'on commence notre enregistrement, j'ai un de mes CEO qui m'a dit, bah tiens, je devais renouveler mon lease pour le bureau, mon bail, j'ai décidé de ne pas le faire, et donc on va travailler depuis la maison et on va essayer de voir quels sont les changements en termes de tu vois, salle de réunion, comment on fait ensemble, on fait en sorte de créer une culture distribuée, ce qui n'est pas impossible. Il y a de très belles boîtes comme Automatic qui fait WordPress ou d'autres, GitHub, qui sont distribuées, donc c'est tout à fait faisable. Donc, ça veut dire que les gens vont pouvoir en fait aller habiter où ils veulent. Il n'y a plus besoin pour faire partie d'une belle histoire, d'une start-up de San Francisco, d'être à San Francisco. Et ça va complètement redéfinir aux États-Unis la façon dont les gens vont habiter, vont bouger, vont décider de monter une famille, parce que ça sert à rien de coller dans un appartement pour avoir une chambre à $3,000 à San Francisco, alors que pour le même prix, tu peux avoir un grand terrain, une grande maison dans le Montana ou dans le Dakota. Donc, ça veut dire aussi que ça va redistribuer les richesses, puisque les gens qui font du fric dans les startups vont aussi en bénéficier quand ils seront à Pétaouchnok quelque part aux États-Unis. Et donc, cette concentration de richesse que l'on a aujourd'hui à New York, à San Francisco, va être beaucoup plus large. C'est en fait une très bonne nouvelle. J'ai du mal à voir un côté vraiment négatif à tout ça. Alors, je suis sûr qu'on pourra en trouver. Je suis sûr qu'il y a un petit peu d'enthousiasme technophile qui fait de la solutionnite également, et qu'il va y avoir des effets pervers qu'on n'avait pas imaginés, j'en suis certain. Mais il n'empêche qu'en y réfléchissant très sérieusement et de manière aussi objective que je peux, j'ai du mal à voir vraiment les effets négatifs. Le redistribution alors peut-être que les salaires seront moins élevés effectivement parce que les gens n'ont pas besoin d'habiter dans une métropole où tout est hors de prix, c'est possible, mais du coup ça redistribue, ça fait une sorte de gentrification, Oui, le problème c'est que c'est ce que j'allais dire, c'est qu'avec tout le fric que San Francisco avait à cause ou grâce à la concentration, c'était un bordel sans nom. Donc là où tout le monde va se barrer parce que c'est trop cher, ça va devenir absolument abominable, quoi. Je ne sais pas ce qui va devenir de San Francisco. Donc c'est ça l'aspect pervers. Je pense qu'il y a quand même des centres qui vont rester. Tu vois, Paris reste une capitale, San Francisco reste important pour la tech. Ça va pas tout à coup transformer les villes qui étaient concentrées en désert. Mais par contre, ça risque de contrer un petit peu cette tendance qu'on voit depuis des années. Le seul point que je verrais, c'est qu'il faut une infrastructure Internet solide pour que les gens, sans infrastructure Internet, les travailleurs, les employés ne peuvent pas s'installer quelque part. Donc ça, c'est important à réfléchir, et je pense que si on doit tirer une leçon de ça, c'est que toutes les villes qui souhaitent attirer et avoir un redémarrage économique là où elles étaient peut-être un peu abandonnées sur une pente descendante, elles ont intérêt à s'assurer qu'elles ont une bonne infrastructure Internet, parce que sinon elles ne seront pas des candidats à la relocalisation de tous ces gens-là, quoi. Je te confirme que c'est la principale difficulté qu'on rencontre avec certaines personnes qui sont pas en effet, à Paris, ou même à Paris des fois il y a des problèmes. Et du coup, notamment pour les États-Unis, ça peut être un vrai enjeu de pouvoir travailler sur cette infrastructure-là, parce qu'ils sont encore plus mal lotis et plus inégaux sur cet accès à l'infrastructure. Bon, parlons un petit peu en conclusion de cette première partie de la loi Avia, justement. Alors, on en avait parlé quand elle avait été discutée à l'Assemblée. Maintenant, elle a été votée. Elle entre en vigueur début juillet. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'une loi qui veut lutter contre la haine en ligne et surtout sa diffusion sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Et elle prend des mesures assez drastiques pour cette lutte, en demandant aux opérateurs de réseaux sociaux et de l'Internet en général de retirer les contenus haineux, les contenus manifestement illicites en moins de 24 heures, sans quoi ils se voient infliger une amende assez substantielle. Je crois que c'est 4% du chiffre d'affaires de la boîte, ce qui est quand même absolument monumental.
s'il ne retire pas les contenus 24 heures après, enfin moins de 24 heures après le signalement de ce contenu. Alors, dans certains contextes, dans le cas du terrorisme ou de la pédopornographie, c'est carrément réduit à 1 heure. Bon, là, le contenu, je pense, fait moins discussion, même s'il peut toujours y avoir des cas extrêmes ou de bord. Et il y a une autre mesure qui dit que les contenus dupliqués ou suffisamment similaires à ceux qui ont existé et qui ont déjà été supprimés doivent également être supprimés et interdits sur les sites en question. On pense aux sites miroirs, à ce genre de choses, ou simplement aux messages qui sont copiés et recollés ad vitam, puisqu'évidemment, si on en supprime un et qu'il y en a 2 autres avec 2 mots qui changent, qui réapparaissent 2 heures plus tard, l'effort est vain. La grande problématique que pose cette loi, la peur liberticide que pose cette loi, c'est que, alors, au-delà de la question de « oh mon Dieu, c'est un principe qui est inacceptable », qu'on pourrait peut-être discuter, mais si on parle de manière très concrète et réaliste, le problème est que les réseaux sociaux, apeurés par l'amende extrêmement importantes, vont verser dans l'excès et se mettre à censurer des choses qui ne devraient pas l'être. Et effectivement, c'est une préoccupation très importante. Moi, j'ai mon avis là-dessus, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler juste maintenant. Je suis peut-être un petit peu plus mesuré dans mon opposition à cette loi, peut-être même un petit peu plus que mesuré. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un moment, mais Jeff doit nous quitter bientôt. Qu'est-ce que tu penses de ce type de loi et peut-être de cette loi en particulier ? Je l'ai résumé en gros, hein, mais sur le principe. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une définition claire de ce que c'est qu'un contenu haineux ? Et je pense que l'amende est complètement débile, c'est n'importe quoi. Je veux dire, si tu es un réseau social qui doit décider si tu opères en France ou pas, tu regardes ton revenu, tu regardes ton risque, tu commences à te poser la question, quoi. C'est sûr que l'amende est quand même particulièrement importante. Pour répondre à ta question, c'est un des points qui, moi, me fait mesurer un petit peu mon opposition, c'est que les contenus haineux sont définis par la loi, c'est-à-dire qu'on a... l'incitation à la haine, ça inclut la haine raciale, l'homophobie, le sexisme, etc. C'est défini. En tout cas, c'est défini autant que ça peut l'être dans la loi, donc c'est de ça qu'on parle. Et la définition de cette nouvelle loi qui passe, c'est le contenu manifestement illicite. Et ça m'évoque une chose qu'avait dit, je crois que ça devait être un membre de la Cour de justice, la Cour suprême aux États-Unis, qui disait « Je ne sais pas où est la ligne précisément, mais je sais quand on l'a dépassée ». Et c'est en gros ce que dit le texte de la loi Avia, c'est le contenu est manifestement illicite. C'est-à-dire que oui, on pourra trouver des cas où on n'est pas sûr, mais on a beaucoup de cas où le caractère illicite est manifeste. Et où les gens qui sont raisonnables seraient d'accord pour dire bah oui, ça c'est illicite, ça correspond pas à ce que demande la loi. Donc, ou ça correspond à ce que dit la loi sur la haine. Est-ce que ça te rassure un petit peu ou pas tellement ? Non, parce que c'est comme d'habitude, ça va nécessiter des interprétations et comme tu le disais, étant donné l'impact pour les boîtes s'ils se prennent l'amende. Ça veut dire qu'ils vont virer le contenu qui pourrait éventuellement être limite ou pas parce qu'ils vont pas prendre de risques. Et donc ça va porter atteinte à la liberté d'expression parce que First Amendment, c'est tu exprimes ce que tu penses, même si t'es pas d'accord avec le monde, tu peux faire ta position, enfin exprimer ta position, et c'est de la censure. Donc, c'est une loi de censure. D'accord, donc tu es dans le camp de ceux qui sont très opposés à cette loi, je le comprends. On va te laisser partir parce que tu as un rendez-vous et j'ai entendu ton bip. Merci de nous avoir apporté ton éclairage et ta sagesse, Jeff. Et avec grand plaisir. Bonne journée. On essaiera de faire un peu plus long la prochaine fois. Allez, gros bisous à tous. Merci, Jeff. Salut. Et donc, je me retourne vers toi, Marion, à nouveau. Est-ce que tu es de l'avis de Jeff également ? Est-ce que la loi va trop loin ? Et est-ce que cette amende de... Je crois bien que c'est 4%, je ne crois pas dire de bêtises, mais de 4% du chiffre d'affaires est tellement importante que ça va provoquer des dérives.
Oui, en fait, je suis assez, je suis complètement de l'avis de Jeff sur ce coup-là. C'est-à-dire que les sanctions sont telles que les services vont faire des raccourcis parce qu'en fait, c'est le plus efficace pour limiter les risques et les raccourcis vont rendre invisible potentiellement une certaine partie de la population et vont encourager la censure, vont déployer la censure. Donc ça, c'est un vrai problème, encore une fois. Et là aussi où on donne le pouvoir à ces services, ces sociétés privées de définir notre espace d'expression. Et ça, parce qu'on a des lois qui sont punitives. Et ça, je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode de le faire. C'est la plus facile, mais ce n'est pas forcément la plus efficace. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, sur le sujet de la prévention, qui est certes le plus compliqué, mais celui qui a l'effet le plus bénéfique sur le long terme. Je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'il y a rien sur la prévention. Il y a beaucoup. Alors j'ai pas lu en détail, donc non, pas dans cette loi. Pas dans cette loi, je suis tout à fait d'accord. Cette loi est uniquement répressive, on est tout à fait d'accord. Mais il y a des efforts qui sont faits d'une manière générale dans l'écosystème par les réseaux sociaux sur l'information quant aux fausses informations, à la désinformation et à ce type d'incitation à la haine. Il y a une favorisation dans l'algorithme de contenus non signalés, de ce genre de choses. Et le problème, c'est que... Oui, ça, c'est pas de la prévention. Hein. Alors, comment est-ce que tu implémentes la prévention du coup? Tu dis c'est plus facile. J'aimerais bien savoir ce que tu préconiserais. C'est plus difficile. Pardon, oui, tu dis c'est plus difficile. Mais qu'est-ce que tu préconiserais alors? Ça commence déjà avec l'éducation, mais là on sort du domaine de la tech. Mais je suis d'accord avec toi que les plateformes font des efforts, mais encore une fois, là c'est vraiment par rapport à cette loi. Je pense pas que ce soit le plus efficace, et encore une fois, c'est la France qui agit dans son coin. Parce qu'elle veut bouger vite et potentiellement du coup motiver l'Europe à bouger un peu plus vite que prévu. Mais je pense qu'encore une fois les règles définies sur Internet sont difficilement applicables et limitables aux frontières d'un pays. Donc ça c'est un petit peu compliqué aussi. Je pense qu'on aurait plus de poids et plus de chances d'avoir un effet bénéfique si on réfléchissait à l'échelle de l'Europe. Alors c'est très bien, toi et Jeff, vous avez montré toutes les limites de la loi et c'est bien que vous les ayez mentionnées parce que du coup ça me donne l'opportunité de faire ce que je préfère faire dans cette émission, c'est-à-dire, vous l'avez entendu venir, c'est le petit jingle, Patrick se fait l'avocat du diable, Il te faut vraiment un jingle là. Non mais c'est vrai. Et donc je vais essayer de défendre un petit peu cette loi et je vais en parler en 3 points pour essayer de la défendre. D'une part, la première chose, c'est cet élément dont je parlais tout à l'heure, le fait que ça soit manifestement illicite. Et on a de nombreux échos en permanence, mais même pas de nombreux. On a l'impression parfois que l'intégralité de l'Internet se plaint du fait qu'il y a des choses parfaitement inacceptables qui existent sur les réseaux sociaux et que ces réseaux sociaux ne font rien. Et quand on voit, je vais revenir à la question de cette idée à la base, mais quand on voit que ces contenus sont reconnaissables et existent et qu'on peut tous les discerner et qu'on demande à ces réseaux ou qu'on voudrait que ces réseaux fassent quelque chose, eh ben, je pense qu'on a une certaine catégorie de ces contenus qui sont effectivement manifestement illicites. Donc, ce point est essentiel pour moi dans la rédaction de la loi et il n'est pas souvent mis en exergue et c'est dommage parce que oui, il peut là aussi y avoir des effets de bord et l'amende et j'arrive pas à retrouver les 4%, donc ça se trouve je me suis planté sur les 4%, mais dans tous les cas elle est immense. L'amende qui est importante peut pousser ces réseaux à prendre des décisions dans ce sens-là quand ça serait moins souhaitable, mais il y a des effets de bord partout. Je te confirme les 4%. Hein. D'accord, merci. C'est dans l'article de Numirama. J'avais bien lu quand même la nature de la loi. Mais oui, il y a
cet aspect qui est manifestement illicite, c'est pas tous les contenus qu'on n'aime pas. C'est les contenus dont on peut se dire ah bah oui là, il y a franchement il y a pas de débat. Et ensuite on peut se dire ah mais parfois ils se diront ah il y a peut-être débat, il y a peut-être pas débat. Ça me paraît être un raisonnement un tout petit peu pinailleur, un tout petit peu. Je comprends l'argument, mais bon, je suis dans mon rôle d'avocat du diable. Il y a quand même des contenus où on se dit, oui, là, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Quand il y a des contenus qui, je sais pas moi, qui vont dire Hitler avait raison, les Juifs sont une sous-race, ou je sais pas, les Noirs sont biologiquement plus cons que les Blancs. Voilà, là, il n'y a pas vraiment de contestation possible. Après, il y a plein de contre-exemples. On va dire, il y a quelqu'un qui disait ça pour rigoler, ou je sais pas. Bon, ensuite, on est dans le cadre de la loi d'incitation à la haine raciale. Si c'est manifeste, il y a des contenus qui vont rentrer dans cette catégorie. L'autre élément que je veux mentionner, je disais 3, mais du coup, je vais peut-être je crois que je me souviens que de 2 d'entre eux. C'est un élément qui est cristallisé par un papier de Laurent Chemla, pionnier de l'Internet bien connu, sur Mediapart, dans son blog sur Mediapart, qui dit parfois, il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose. Il critique cette idée qu'il faut faire quelque chose. Et je comprends le raisonnement d'un point de vue philosophique. D'ailleurs, il a intitulé son article de manière, j'ai trouvé un petit peu pompeuse, primum non nocere, qui est en latin le serment d'Hippocrate. En gros, d'abord, on ne fait pas je le connais en anglais, first do no harm, mais il n'explique pas ce que ça veut dire spécifiquement dans son article. Bref, ça c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé moi. Mais bon, il dit en gros, on appelle les gens à faire quelque chose, mais parfois il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire quelque chose. Je le comprends philosophiquement, mais il y a quand même le sentiment qu'on a, qui est peut-être un petit peu une constatation empirique, mais qui me semble avoir de la légitimité comme constatation, c'est que les gens, hashtag les gens, demandent à ce que quelque chose soit fait. Et on ne peut pas à la fois exiger que quelque chose soit fait et dire ensuite « Ah mais non, parfois il vaut mieux ne rien faire ». On ne peut pas se plaindre de tout et ensuite se plaindre du contraire. Et ça, c'est quelque chose qui est fort dans ma réflexion sur ce sujet, c'est que il y a une vraie demande de la population de prendre une mesure contraignante envers ces réseaux sociaux. On dit tout le temps « Ah, mais il pourrait, ah, mais il saurait ». Et je le vois tout le temps, moi, dans mon expérience de réseaux sociaux. Et ensuite dire « Ah bah non, voilà, là c'est trop ». Du coup, proposer des solutions. Et Monsieur Chemla, je suis assez convaincu qu'il est plutôt du camp des gens qui ne sont pas spécialement amoureux de... disons que... Bon, je ne veux pas parler pour lui, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent cette loi aujourd'hui, qui critiquent également de manière aussi véhémente les réseaux sociaux hier ou demain. Donc, sur le principe, il y a une chose qui me dérange, qui est on ne veut pas de ce qui est proposé, mais on ne propose pas d'autre chose, ou au contraire, on dit « Ah oui, mais il faudrait qu'on réussisse à contrôler la chose ». Et il ne faut pas oublier que... Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur ce point, je pense que l'idée est passée. Le dernier point, j'ai retrouvé mon 3e point, c'est un élément qui a été assez pivot dans ma réflexion sur ce genre de décision, c'est la loi sur le droit à l'oubli. La loi sur le droit à l'oubli, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est une loi qui exige de Google, notamment, mais des moteurs de recherche en général, qu'ils suppriment des liens vers des contenus quand les contenus sont dommageables à une personne et que, on va dire qu'il y a eu prescription. Si une personne a été emprisonnée, condamnée et emprisonnée pour vol, par exemple, il y a 10 ans, qu'elle a purgé sa peine de prison et qu'elle s'est réintégrée dans la société, si un résultat de recherche sur son nom fait remonter les articles vieux de 10 ans uniquement en première page, en première ligne sur cette condamnation, eh ben ça peut leur porter dommage et ils deviennent définis par cette erreur qu'ils ont fait par le passé sur toute leur vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, on Google son nom immédiatement.
Et donc, on a eu une opposition violente à cette loi qui demande de supprimer de l'indexation ce type de contenu à la demande de la personne qui en est affectée. Et moi, j'étais très opposé à cette loi. J'étais justement opposé avec cette idée qu'elle serait liberticide, qu'elle pousserait les acteurs du net à aller tellement loin que ça deviendrait qu'on aurait des effets de bord énormes et que c'était un enfer, une route vers l'enfer pavée de bonnes intentions. Ce qu'on a constaté, parce que ça fait des années qu'elle a été votée cette loi, c'est que il n'y a jamais eu de scandale lié à la loi. Alors oui, on pourrait dire il n'y a pas eu de scandale parce qu'on les a pas vus, parce que les contenus ont été supprimés. Je pense qu'il y en aurait quand même eu au moins un ou deux si ça se passait tout le temps et s'il y avait eu des cas importants, on aurait eu un ou deux qui se seraient vus, quoi. C'est pas possible que ça arrive, que ça affecte notre société de manière hyper fréquente et qu'on n'en ait jamais vu et jamais entendu parler. Donc, j'étais sur le principe, sur une question un petit peu théorique opposée à la loi en question, à la loi sur le droit à l'oubli, et j'ai constaté que dans la pratique, c'était appliqué de manière, semble-t-il, que c'était applicable dans l'esprit dans lequel elle a été écrite. Donc ça me fait prendre un petit peu de recul et ça me fait prendre un peu plus de pincettes dans mes critiques envers cette loi, pour lesquelles d'ailleurs les critiques sont très similaires. Est-ce que j'ai avancé des arguments un petit peu convaincants ou est-ce que tu restes sur ta position d'opposition à cette loi, Marion ? Je pense que je suis encore plus sur ma position parce que je ne suis absolument pas d'accord avec tes arguments. D'accord. Ok, écoute, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet. Qu'est-ce que tu as trouvé abusif dans ma position ? C'est pas abusif, mais je pense que se dire il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire du tout, c'est très très dangereux comme déclaration. Et on pourrait appliquer ce principe sur pour que tout le monde soit en sécurité, parce qu'on peut se dire que toute la population est d'accord pour être en sécurité. On va créer des backdoors partout, qui est un sujet que tu aimes bien. Je sais qu'on a souvent traité dans le rendez-vous tech. Donc coup, tu peux appliquer exactement le même principe et voir un petit peu les dérives dans d'autres contextes et le danger que représente ce genre de raccourci en fait. Donc en effet, le débat est important. Je regarde la loi en elle-même. Je dis pas c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je dis dans le cadre de cette loi-là, ça me paraît pas être, tu vois, c'est pas des backdoors partout. Je suis pas en train de dire. C'est là où on n'est pas d'accord en fait. C'est justement, c'est où est-ce que tu places la limite entre rien faire, c'est pire que de faire quelque chose. Et là, on n'a peut-être pas les mêmes, en effet, les mêmes compréhensions, en tout cas les mêmes perceptions des limites et où est-ce qu'elles doivent se placer. Donc c'est là où on peut en effet ne pas être d'accord. Et je pense que justement avoir des personnes qui poussent pour quelque chose et des personnes qui disent attention, cette application n'est pas adaptée. D'accord, on râle en France facilement pour beaucoup de choses et pour tout, et souvent on n'apporte pas de solution, mais la discussion est intéressante et permet d'aller plus loin dans la réflexion. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y avoir de discussion, bien sûr. D'ailleurs, sans discussion, cette émission serait très courte, ça serait juste moi qui dis ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça serait beaucoup plus intéressant, mais moins populaire, je pense. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus intéressant parce que je pense que ce qui fait le sel du rendez-vous tech, c'est justement quand Patrick Béja fait justement l'avocat du diable. D'accord. Bon, écoute. Et ton dernier point qui était, rappelle-le-moi. Je ne sais plus. Oui, la loi sur le droit à l'oubli. Oui, le droit à l'oubli, la différence fondamentale entre la loi sur le droit à l'oubli et cette loi-là, c'est que le droit à l'oubli s'applique en un cas par cas, c'est-à-dire une personne va demander à enlever une référence, une URL, etc. La loi Avia s'applique en général sur des filtres généraux et du coup l'impact n'est pas du tout comparable. Sur ce point, je suis pas tout à fait d'accord. La loi demande à ce que les contenus signalés soient passés en revue par le réseau social, par une méthode qui lui sera propre, et effectivement, dans une certaine mesure, on lui délègue le pouvoir judiciaire. C'est effectivement un point qui est très contesté dans cette loi, mais c'est pas la première fois qu'on le fait, et surtout, là, peut-être, ça ajoute à mon argument de on peut pas se plaindre de tout et du contraire, c'est que on leur demande de réguler leur plateforme. Et surtout, on n'a pas d'autre solution parce qu'on ne peut pas étendre la puissance judiciaire à un niveau où elle pourrait
se mettre à étudier chaque article qui est posté sur Facebook individuellement, quand on en a des dizaines de milliers par semaine et par mois, pour rendre un jugement, pour dire « Ah bah oui, effectivement, dire les Juifs doivent mourir, c'est illégal ». Tu vois, il y a un moment, on n'est pas... Concrètement, on ne peut pas mettre en place ce type de système dans le cadre judiciaire. C'est juste pas possible. Et en plus, je pense que ça n'aurait pas de sens. Faire remonter un sujet hautement débattu jusqu'à une instance judiciaire, effectivement, ça peut être cohérent, mais demander à un juge ou à des juges de rendre une décision sur chaque contenu et chaque commentaire qui est signalé sur la plateforme de Facebook, c'est proprement impraticable. Et c'est pour ça que cette critique, moi, me paraît pas injustifiée. Elle est tout à fait justifiée, mais elle est justifiée en théorie. Dans la pratique, on sait bien que c'est pas possible, tu vois. Oui, l'application de cette loi est pas possible. Dans le respect des libertés de chacun, elle n'est pas possible. D'accord, bon, on va pas tomber d'accord, je pense. Évidemment, l'énorme avantage que j'ai dans cette conversation, c'est que m'étant fait l'avocat du diable, je peux, si la loi dérape et mène à une situation absolument intenable, je peux parfaitement dire que je ne la défendais qu'en ma position d'avocat du diable et qu'en réalité, j'étais parfaitement contre. Donc, je suis dans une position extrêmement confortable aujourd'hui. Bon, écoutez, on va faire une toute petite pause pour remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Et donc, je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'il va y avoir un épisode supplémentaire, un épisode bis, comme c'est arrivé par le passé, qui va parler dans quelques jours, qui sera disponible à tout le monde, qui va parler des apps de traçage en Corel, mais qui va essayer de vous donner un cadre de réflexion pour savoir si oui ou non les apps de traçage sont intéressantes et importantes à implémenter et dans quel contexte. Ça sera disponible après cet épisode pour les gens qui soutiennent l'émission, qui d'ailleurs n'entendent pas ce message parce qu'ils n'ont pas les promos, pas les pubs dans leur flux privé avec les contenus bonus. Et en plus de ça, ils auront un édito à venir dans la semaine qui est basé sur un comic de XKCD, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est pas un comic, c'est une série de sondages dont certaines questions sont aimez-vous les tartes aux pommes ou alors appréciez-vous Tom Hanks? Et je vais vous tirer de ce sondage une sorte de réflexion sur le net et sur la tech qui est parfaitement légitime, et j'espère que les gens qui soutiennent l'émission vont apprécier. Alors comme je le disais, ils n'entendent pas ce message maintenant s'ils suivent l'émission sur le flux privé, mais peut-être que vous qui l'entendez, vous vous dites mais ça serait intéressant de voir quelle réflexion technophile va nous sortir Patrick de toutes ces choses-là. Je vous assure que ça sera intéressant. Et en plus de ça, bien sûr, si vous soutenez l'émission, vous avez droit à plein d'autres bonus. Vous avez droit au plaisir et à la fierté de soutenir l'émission, de la rendre possible, tout simplement. C'est grâce à vous, à ceux qui soutiennent l'émission, que l'émission existe pour tout le monde, tout simplement. Et donc, comme la semaine dernière, je vais vous dire, mais pourquoi pas vous ? Si vous appréciez l'émission, si vous en avez les moyens, évidemment, je veux jamais que quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est dans une situation difficile, soutienne l'émission. Il ou elle a mieux à faire avec ses sous, mais si vous en avez les moyens, si vous appréciez l'édition, pourquoi pas ? Posez-vous la question, peut-être, en plus j'ai des bonus, en plus j'aide les gens qui ne peuvent pas soutenir l'émission à la voir quand même. Pourquoi pas, allez, patreon.com/rdvtech, quand vous rentrez chez vous, quand vous ouvrez le frigo, maintenant la distanciation sociale et le confinement sont un petit peu allégés, donc quand vous rentrez à la maison, même quand vous êtes dans le bus, vous pouvez le faire depuis votre téléphone mobile, donc patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et je remercie tous ceux qui soutiennent l'émission de cette manière. Alors, parlons maintenant d'autres sujets, avec notamment Huawei qui a trouvé une astuce assez intelligente pour contourner les restrictions qui ont été imposées sur eux. Je ne sais pas si tu as vu ça, Marion, mais ils ont ressorti des vieux téléphones de l'année dernière avec des nouvelles éditions. En gros, ils ont rajouté un peu de RAM, changé un tout petit truc sur le téléphone.
et un petit peu plus de stockage, ce genre de choses, et ils les revendent en nouvelles éditions, puisque ces téléphones-là n'étaient pas liés aux interdictions sur le marché américain. À côté de ça, on a l'administration Trump qui a renforcé ces restrictions de manière assez drastique, et je résume un petit peu, mais les fondeurs de puces de silicone qui utilisent du matériel fabriqué par des sociétés américaines, parce que les fondeurs eux-mêmes sont tous à Taïwan et en Chine, et donc ils ne sont pas forcément touchés par les restrictions jusqu'à maintenant, mais ils utilisent du matériel dans leurs usines fabriqué par des sociétés américaines. Et donc toutes ces sociétés n'ont plus le droit désormais, selon l'administration américaine, de vendre à Huawei. Ce qui est une grosse restriction qui s'applique du coup à énormément de monde et qui peut donner beaucoup de mal à Huawei pour continuer à fabriquer ses téléphones, parce que jusqu'à maintenant, c'était uniquement, on va dire en gros, Android et Google qui ne pouvaient pas utiliser. Ils ne pouvaient pas utiliser les services Google sur Android. Et aujourd'hui, ça peut être le matériel carrément pour fabriquer leur téléphone qui va être affecté. On a vu d'ailleurs que TSMC, l'un des plus gros fondeurs du monde, a suspendu les nouveaux contrats de Huawei suite à ces nouvelles mesures. Donc ça sent vraiment le roussi pour Huawei. Ça sent pas le roussi, mais ils vont avoir de grosses difficultés. La Chine a indiqué qu'ils allaient lancer des enquêtes sur, encore une fois, ils l'avaient déjà indiqué, mais ils ne l'avaient pas fait, mais sur des fabricants américains, comme Apple notamment, et d'autres. En gros, les choses continuent à chauffer de plus en plus, et là, ça devient vraiment sérieux. À côté de ça, TSMC, on en parlait un petit peu en rigolant la semaine dernière avec Cédric, des usines aux États-Unis de TSMC, ils en ont déjà effectivement, mais là, ils ont annoncé concrètement la construction d'une nouvelle usine qui devrait sortir de terre en 2024, donc c'est pas pour tout de suite, et fabriquer des puces en 5 nanomètres. Donc là aussi, c'est une technologie qui aujourd'hui n'est pas la toute dernière et qui sera encore moins la toute dernière en 2024, mais ils ont une capacité d'ailleurs relativement restreinte. Elle aura une capacité de 20 000 galettes contre 12 millions pour la société TSMC l'année dernière. Donc, 20 000 par mois contre 12 millions par an, c'est une capacité assez limitée, mais il n'empêche, ça concrétise cette promesse de l'administration Trump de ramener, ou en tout cas d'augmenter la fabrication tech et la manufacture aux États-Unis, et ça pourrait être le début de quelque chose de plus qui se construit sur la durée à terme. Alors, à quel point les deux sujets sont liés, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça chauffe encore plus que ça ne chauffait déjà, quoi. Ils sont assez sérieux. Est-ce que c'est pour, pas brouiller les pistes, mais faire oublier aux gens les problèmes de l'épidémie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça chauffe clairement. Mais c'est très très malin quand même, enfin c'est malin. C'est quand même assez rigolo l'espèce d'entourloupe de Huawei de sortir des téléphones en nouvelles éditions qui sont en fait des vieux modèles avec plus de RAM, et plus de stockage, etc. On sent quand même qu'ils cherchent à repousser l'échéance ou le risque au plus tard possible en espérant que les bans, enfin les interdictions, contraintes, voilà, les interdictions soient levées. Mais est-ce que ça va suffire ? Je suis pas sûre. Maintenant, ça va aussi dépendre de est-ce que la Chine va réussir à appliquer la pression nécessaire là où ça fait mal à l'industrie américaine pour faire céder les États-Unis. Là, c'est vraiment un bras de fer politique et commercial entre les deux pays. Oui, évidemment, dans la toile de fond de tout ça, c'est la renégociation des contrats de libre-échange ou d'échange entre les deux pays, les contrats commerciaux. Est-ce que c'est uniquement à cause de ça ? Parce que, évidemment, les États-Unis citent des problèmes de sécurité nationale. Quelle est la vérité là-dedans ? On en a beaucoup parlé, on ne sait pas exactement où situer le curseur. Mais bon, il n'est pas impossible que les contrats signés entre les deux pays fassent disparaître tout ça. Mais ça, on le dit depuis des mois, et ça continue à ne pas arriver. Donc, on parlait du comité de surveillance de Facebook la semaine dernière. Twitch a annoncé un truc qui est pas tout à fait le même, mais qui est un conseil, on va dire, un comité de conseil qui inclut des membres de la communauté,
et d'autres personnalités pour les aider à définir les règles de conduite de la société. Alors, c'est pas aussi extérieur que Facebook, que dans le cadre de Facebook, mais ça s'inscrit peut-être dans cette idée de comités de conseil qui sont un petit peu séparés du quotidien de la société pour les aider à prendre les bonnes décisions dans la gestion d'une communauté. Parce que le point commun qu'il y a entre Twitch et Facebook et d'autres sociétés également, c'est qu'ils gèrent tellement de contenu créé dans tous les sens du terme, que ce soit des commentaires ou des vidéos ou des streams créés par la communauté. Donc, c'est une tendance qui peut-être va se généraliser. Je sais que toi, ça t'avait, tu faisais le même constat en fait, Marion. Je trouve ça, en fait, ce qui m'a interpellée dans ce conseil, c'est que je trouvais ça intéressant qu'ils incluent des streamers de Twitch dans ce conseil, qui sont du coup familiers avec l'usage de la plateforme, avec les enjeux, et du coup, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Ce sont des professionnels de Twitch. Alors, il faut faire attention, évidemment, à ce qui n'est pas un conflit d'intérêts, ce qui est toujours possible et un risque, mais je trouve ça intéressant d'impliquer des personnes qui sont très familiers avec l'utilisation même et le business model de la plateforme, en plus d'avoir des personnes beaucoup plus portées évidemment sur l'éthique, des professeurs, des associations, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant d'avoir un conseil qui est indépendant, mais avec une certaine connaissance quand même du service. On est dans le cadre d'un conseil de 8 personnes qui va effectivement conseiller la société elle-même sur les méthodes à suivre. Donc c'est beaucoup moins ambitieux que pour Facebook, mais effectivement les besoins ne sont pas les mêmes non plus. Mais oui, c'est le fait d'intégrer des gens qui connaissent la plateforme, à vrai dire, c'est peut-être une très bonne idée. Parlons un tout petit peu d'Apple et d'autres sujets. Allez, on va en faire quelques-uns à la suite. Il y a une étude très intéressante, c'est Stanford, je crois, qui a lancé cette étude, qui est en train de lancer cette étude pour voir si l'Apple Watch pourrait détecter le Covid-19. Alors, ils ne savent pas du tout si c'est possible, mais avec tous les capteurs de la montre, ils se demandent s'il y aurait un moyen de détecter l'apparition de la maladie, de symptômes peut-être. Si ça se trouve, ça ne va rien donner du tout, hein, c'est vraiment une étude, de la recherche presque fondamentale, mais si jamais ils réussissent à arriver quelque part, peut-être avec d'autres capteurs à terme, peut-être, pourquoi pas, dans quelques éditions de la montre ou d'un autre objet connecté, ajouter des capteurs spécifiquement prévus pour ça, j'imagine à la température, un capteur de température peut-être, qui pourrait nous aider à dépister ce type de maladie. Ça pourrait être une piste intéressante pour l'Apple Watch. Il y a des hackers qui auraient hacké des contenus de Donald Trump et qui menacent de les revendre s'ils ne sont pas payés 42 millions de dollars. Alors, il y a quand même un gros bémol à apporter. En fait, ils ont hacké un cabinet de managers, d'artistes et de personnalités publiques, et ils prétendent qu'il y a dans cette énorme quantité d'informations et de mails, etc., des informations sur Trump. En fait, d'après les premières informations qu'ils ont obtenues, qu'ils ont livrées, il semblerait que ça soit simplement des artistes ou des communications de personnes qui parlent de Donald Trump. Donc rien à voir. Je suis sûr que vous avez vu plein d'articles sur ce truc. En pratique, il semblerait que ça ne soit pas tout à fait ce qu'ils prétendent. C'est quand même intéressant à suivre. On va voir comment ça va évoluer. Amazon a annoncé qu'ils devraient rouvrir leur centre de distribution demain, au moment où... en fait, aujourd'hui, quand l'émission est publiée, parce qu'on enregistre le soir tard, donc le 19 mai, suite à des longues négociations avec les syndicats et les travailleurs, ce qui, j'imagine, est une bonne chose, parce que ça veut dire que maintenant, les mesures de protection contre la pandémie et contre la diffusion de la maladie sont acceptées de tous, et ça permettra du coup à Amazon de tenir les French Days, ces journées de promotion, au mois de mai. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose pour tout le monde, mais je suis sûr que Amazon, eux, ils sont contents.
Google, tiens, a annoncé que dans Chrome allait arriver là dans la semaine les groupages d'onglets. Et ça, c'est sublime pour ceux qui utilisent Chrome. Ça veut dire qu'on va pouvoir regrouper des onglets qui seront dans des groupes avec une couleur et donc les manipuler par groupe. Bon, je suis sûr que beaucoup d'entre nous utilisent des navigateurs. C'est tellement une news, Patrick Béja, ça. Je suis sûr et certain qu'il y a énormément d'auditeurs qui utilisent des navigateurs avec des tonnes d'onglets et qui vont se dire « mais le fait de les grouper, c'est merveilleux !» Non, mais oui, moi je le fais moi-même, mais alors je ne me vois pas faire le groupement moi-même. Écoute, ça sera intégré dans Chrome, je suis sûr que tout le monde va être content. Et enfin, j'en avais pas forcément parlé, mais il y a évidemment des séries d'annonces à propos de sociétés, de grandes sociétés de la tech qui sont très impactés par le Covid. On pense à la gig economy, à Airbnb et Uber. Uber, par la voix de Dara Khosrowshahi, a annoncé qu'ils allaient renvoyer, 3000 personnes supplémentaires, en plus des 3700 qu'ils ont déjà, dont ils ont dû se délester en début de mois, et qu'ils vont fermer 45 bureaux dans le monde. Alors effectivement, ces sociétés-là sont très touchées par la pandémie, mais là vraiment, 6000 personnes en un mois, 6700 personnes en un mois, même pour Uber qui est une grosse boîte, je pense que ça fait quand même pas mal. Bon, sachant qu'ils avaient déjà fait ce genre de décision déjà l'année dernière, l'été dernier. Ouais. Donc, il y a toute une série de trucs entre Apple, les hackers qui hackent Trump, Amazon, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent là-dedans ? Écoute, je trouve ça. J'étais assez fascinée par la news sur l'Apple Watch pour détecter le Covid-19. Ça me laisse un petit peu sceptique, mais je serais très intéressée par en savoir plus s'il y a quelque chose qui aboutit. En tout cas, je trouve que l'étude est assez intéressante. Ouais, on est vraiment à la question. Hein. C'est des chercheurs qui disent est-ce que ça serait possible peut-être ? Alors ils cherchent des gens pour participer à l'étude maintenant. Mais t'imagines, ça permettrait d'avoir une signature détectable par l'Apple Watch pour différents types de maladies, dont le Covid-19, la première sur la sellette. Mais ça serait intéressant de voir si on peut avoir des signatures détectables par l'Apple Watch. Exactement, et je pense que c'est une idée. C'était une idée qui flottait un petit peu partout parce qu'on sait que l'Apple Watch et tout ce type d'appareil pourrait être utilisé pour des questions d'aide à la santé. Et évidemment, si on arrive quelque part, ça s'arrêtera pas au Covid-19. Si ça peut donner quelque chose. Et effectivement, je plaisantais pas en disant peut-être qu'Apple va voir ça et se dire quel capteur supplémentaire on peut ajouter à notre appareil pour essayer d'aider à ce type de détection, parce que ça en ferait un outil magique. Imagine, effectivement, comme tu le dis, si on a avec une Apple Watch, on parle de l'Apple Watch parce que c'est de celle-là qu'on parle, mais on pourrait avoir d'autres objets connectés de ce type, mais l'Apple Watch qui pourrait te dire, en plus des problèmes cardiaques qu'on a déjà vus avec l'ECG qui a été intégré il y a 1 ou 2 ans, qui pourrait simplement te dire ah bah là il y a un truc bizarre, peut-être que il faudrait que tu ailles voir un médecin pour tel truc, tu vois, qui te disent est-ce que tu as déjà eu la rougeole dans ta vie, peut-être que tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est complètement aligné avec le pivot qu'ils ont amorcé avec l'Apple Watch, de passer d'un accessoire de mode haut de gamme au milieu de gamme à un objet qui va t'aider à prendre soin de ta santé. Et le dernier sujet que je voudrais évoquer, c'est devenu une tradition ici, c'est le Stop Covid et les apps de traçage. Alors pour le Stop Covid, une nouvelle qui n'est pas très réjouissante, le gouvernement a publié les premières sources de l'application sur GitHub, comme il l'avait promis, sauf que ça s'est fait sous les éclats de rire de la communauté des développeurs qui ont constaté qu'il n'y avait en fait rien dans ces sources. Il n'y avait que des documents parfaitement standards, peu de code ou pas de code, donc c'est quelque chose de parfaitement inutile. Alors, un tout petit peu de recul, c'est le premier commit, ils vont en faire d'autres et on ne peut pas imaginer qu'il n'y
qu'il n'y ait pas de documents de code source de l'application, mais là, clairement, c'est pas un bon premier pas. Et à côté de ça, pour les applications de traçage en général, on a eu notamment, mais pas que, un rappel à l'ordre de l'Union européenne qui a demandé aux gouvernements nationaux de faire en sorte que l'interopérabilité des applications de traçage soit prise en compte. Alors, le gouvernement français dit qu'ils sont en train de travailler avec différents gouvernements pour s'assurer que leur système soit interopérable. Ok, très bien. Mais encore une fois, et on commence à devenir un disque rayé, le système d'Apple et Google était prévu pour ça dès le départ. Et il aurait été un casse-tête de plus en moins s'il avait été adopté dès le début, tout simplement parce qu'il avait été prévu pour être... c'est le même système pour tout le monde, donc l'un des gros avantages était qu'il était interopérable. Et les recommandations de l'Union européenne incluaient cette interopérabilité qui aurait été de facto proposée avec ce système, encore un de ses avantages, alors que maintenant, il faut discuter avec les autres pays, dire oui, alors vous faites comment, nous on va faire comme ça, etc. etc. C'est encore une fois un argument contre la décision du gouvernement et en faveur potentiellement du système proposé par Apple et Google. Donc voilà, et donc cette question d'interopérabilité a été relevée par de nombreux journalistes, et donc c'est pas un sujet à prendre à la légère, ça a des implications importantes, notamment pour les transfrontaliers par exemple. Enfin, c'était quelque chose qui aurait dû être pris en compte dès le début, et pas maintenant qu'on commence à discuter. Bref. Ça sent le roussi pour début juin. Ouais, je crois que là, on est déjà le 18-19 mai, début juin. Bon, ils voulaient faire une première version. Non, elle est déjà plus ou moins en test. L'application, elle devait être disponible début juin. Oui, je crois que c'est comment dire, ambitieux. Et dans ce contexte, d'ailleurs, le code source inexistant sur GitHub est encore plus préoccupant. Exactement, oui. Bon, écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis. Marion, merci d'avoir été avec moi et avec Jeff pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet si on veut plus de ta sagesse ? Oula, c'est un bien grand mot. Écoutez, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aisea Design ou sinon tous les mercredis sur le live de Naotech appelé Le Mug. Magnifique, merci beaucoup. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, je viens de poster en story une photo de la haie que j'ai dû tailler. Non, mais j'ai failli mourir. Mais c'est une haie de pin. Tant que ça. Non, mais elle est monumentale, cette haie. C'est un monument, tu vois. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel, mais pour la Finlande. Enfin, et je l'ai faite en plusieurs jours, mais j'ai failli. Je suis pas fait. Tu vois, moi, je fais partie des gens qui sont assis à un bureau. Toutes et les qui heures regardent de les la petits journée. animaux sauvages à travers la fenêtre, c'est ça? Moi, je Exactement. suis tes photos. Témoin des petits animaux qui défilent. T'as vu le renard que oui, j'ai posté il y a quelques jours? J'ai vu les biches, j'ai vu le renard. Il y a mon fils qui a couru après un lapin il y a quelques jours. Enfin, un lapin, un lièvre, il y a quelques jours. Il l'a pas rattrapé, je vous rassure. Et donc, si vous voulez tout ça et bien d'autres choses, c'est sur Instagram, NotePatrick. Et vous pouvez également venir discuter de tout ce dont on a parlé sur frenchspin.fr dans l'article de l'épisode. Je suis certain que certains d'entre vous auront beaucoup de choses à dire sur notamment nos discussions sur la loi Avia, entre autres. Et si vous voulez évidemment soutenir l'émission, vous savez où il faut aller, patreon.com/rdvtech. Ça prend 2 minutes, c'est vraiment, vous choisissez tout, vous décidez tout. Donc, si vous écoutez depuis un moment, comme je le disais, pourquoi pas ? Posez-vous la question. Regardez, maintenant, regardez dans votre fort intérieur, demandez-vous, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne soutiens pas le rendez-vous tech ? Pourquoi ? Et si votre réponse c'est « Mais enfin Patrick, je soutiens le rendez-vous tech », là je vous dis merci, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et je vous aime d'amour.
Donc, si vous voulez également recevoir mon amour, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et d'ailleurs, si vous écoutez cette émission sur le flux privé des Patriotes, vous avez tout de suite le petit contenu bis qui vous est proposé là maintenant. Si vous êtes sur le flux public, eh ben vous l'aurez dans quelques jours. Et si vous êtes sur le flux privé, dans quelques jours, vous aurez exclusivement pour vous cet éditorial dont je parlais tout à l'heure, avec des réflexions qui sont parties d'un bête comique de XKCD et qui sont... je suis en train de les survendre un peu. C'est juste un truc auquel j'ai pensé en fait. Mais je pense que ça sera intéressant. Donc ça sera disponible pour les patriotes dans quelques jours. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Cet épisode est sponsorisé par BPI France. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis convaincu que les PME et les ETI françaises, c'est des trésors d'énergie et de volonté. Et justement, Gardez le Cap, c'est un nouveau podcast quotidien court de BPI France où des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises françaises nous parlent de leurs expériences et de leurs initiatives pendant la crise sanitaire et comment ils préparent l'après. Et ils nous expliquent comment ils ont géré des moments un peu compliqués pour la boîte et comment ils ont participé à l'effort collectif, souvent avec beaucoup d'ingéniosité et d'initiative. Alors, si vous voulez un peu d'inspiration et d'optimisme made in France, et je crois qu'on en a peut-être pas mal besoin en ce moment, je vous propose d'aller vous abonner au podcast Gardez le Cap.